À quelle époque aurais-tu aimé vivre ? Est-ce que tu dirais que tu es accro à ton portable ? Selon toi, quel film n'aurait pas dû avoir de suite ? Qu'est-ce qui te fait le plus douter ? À ton sens, quel programme télé n'existe pas mais devrait être créé ? Si tu pouvais être incollable sur un sujet, lequel choisirais-tu ? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personnalité, qu'elle soit artiste, sportif, humoriste ou un congénère podcasteur, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. T'es prête ? T'es prête, parfait. Eh bien, bonsoir. Je commence encore l'épisode en disant bonsoir parce qu'encore une fois, j'enregistre cet épisode assez tard. Il fait nuit, il est quasiment 21h. Pour un épisode qui s'apparente un peu à l'origin story de ce podcast, vu que on est avec Eve Oudneau. Donc Eve qui est pas forcément connue du commun des mortels, du moins pas encore, que je connais avant tout parce que c'est une amie de longue date qui fait énormément de choses. T'as créé plein de boîtes, t'as créé plein de trucs, t'as lancé plein de trucs, t'as créé la boîte. Aujourd'hui, tu as créé l'Artefact, on va en parler dans un instant. Et oui, effectivement, c'est toi qui es à l'origine du concept de la boîte. Donc, vas-y, je te laisse te présenter. Surtout, je te laisse nous raconter un peu l'origine de cette boîte. En fait, moi, j'aime bien lancer des projets un peu random. Le premier était sur l'art érotique, le deuxième était sur l'art contemporain et le troisième était sur, on va dire, l'art de la séduction. Donc la boîte, c'était un projet qui s'appelait La Boîte à Casting à la base, qui était à la base vraiment centré sur une chaîne YouTube où mon idée était de faire des interviews d'artistes ou de jeunes artistes. Et pour changer un peu des questions communes, je m'étais dit, à la fin, je vais créer une boîte, un objet boîte, dans lequel je vais mettre des questions qu'on va piocher. Comme ça mettra un petit côté aléatoire sur les réponses. Le projet n'a pas fonctionné, mais j'ai trouvé qu'en fait, la bonne idée de tout ce projet, c'était ce concept de boîte, qu'après, j'avais envisagé de détourner pour en faire un outil, on va dire, de séduction ou de connaissance. Je ne savais pas trop sous quelle forme, un jeu de société, un petit party game entre amis. Et du coup, j'ai créé quand même des prototypes avec plusieurs centaines de questions. Et est restée cette boîte que j'ai transmise à Jacques il y a quelques années pour qu'il le teste dans différentes situations. Et voilà, la boîte est restée du projet. Oui, parce que ce qui est assez drôle, alors les auditeurs ne le savent pas vu qu'on joue avec une seule... Il y a une seule catégorie des questions qui est exploitée dans ce podcast, mais il existe 3 catégories de questions. Exactement. Tu peux nous les dire ? Donc, il y avait les questions un peu généralistes. J'imagine que c'est avec ça qu'on joue. Évidemment. Pour apprendre à connaître un petit peu les personnes. Il y avait une question un peu plus, on va dire, passé sentimental. Ça, c'est quand j'ai décidé de l'axer un peu plus séduction. Et après, en allant plus loin, je m'étais dit pourquoi pas rajouter une catégorie un peu plus sexo. Et après, j'envisageais d'en rajouter une partie, on va dire, un peu plus politique, une partie littérature, voilà, toute une série de questions qui permettraient de modifier un peu le contenu de la boîte selon les personnes avec qui on joue, etc. C'est ça. Et du coup, tu m'avais effectivement, parce que le prototype de la boîte, ça fait un moment que je l'ai, tu me l'avais confié à la base pour que je le teste pour l'aspect rencontre, disons-le. Rencontre, on va le dire. Ça n'a pas été un succès, ça n'a pas été un énorme succès, on peut pas se le cacher. Mais du coup, voilà, j'ai trouvé une nouvelle façon d'exploiter cette boîte qui quand même mérite d'être exploitée et d'être connue. Et je propose qu'on commence les questions. On va mélanger un peu. Et donc, la première question sera: de quoi avais-tu peur quand tu étais petite ? Alors, j'avais une peur hyper étrange, qui était de rentrer chez moi un jour et que plus personne ne me reconnaisse. Alors, je ne sais pas du tout d'où ça vient. C'est probablement d'un film ou de quelque chose. Mais ouais, j'avais toujours cette vision, j'habitais à la campagne quand j'étais petite, je remonte chez moi dans ma maison, j'arrive et ma mère m'ouvre et me dit « Oui, vous désirez ». Et je me faisais toute une série de... Ouais, ça partait après, je brodais dessus. Du coup, c'était pas vraiment des peurs, genre quand je m'endormais le soir, c'est pas la peur du fantôme ou de quoi que ce soit. Ouais. C'était la peur consciente en journée où genre je me faisais mon film sur mon petit vélo en ville, genre putain, je vais rentrer et ma mère va pas me reconnaître et comment je fais ? Après, je vais errer, ça se trouve, je vais être remplacée. Hyper bizarre.
Oui, c'est vrai que ça fait très scénario de film d'horreur ou de film. Mais c'est sûr que ça vient d'un truc ou d'un livre. Là, j'ai jamais réussi à retrouver d'où. J'avais ça quand j'avais 7-10 ans. Donc ça c'était la grosse peur. Et après dans les trucs un peu plus classiques, vivant dans une grande maison qui grince, c'était le fantôme ou les trucs dans les greniers, voilà. Oui, ça c'est plus classique, un peu plus classique. Est-ce que tu as déjà prétendu être quelqu'un d'autre? Pas une personne en particulier, mais à un moment j'ai toujours bien aimé les défis, que ce soit avec des amis ou autre, faire des paris un peu à la con. Et du coup, ça m'est déjà arrivé d'avoir des défis à faire, de genre, tu vas dans un magasin, je suis en mode de robe de mariée, et tu te dis, tu dois faire un roleplay de je dois me marier dans une semaine et tu dois être crédible, ou tu vas dans un élevage de poney Shetland et tu dois dire que tu vas devoir avoir un poney Shetland dans 2 semaines. Et voilà, donc c'est pas une personne en particulier, mais par contre, oui, ça m'est souvent arrivé de devoir tenir un rôle comme ça. Je trouve que c'est un truc vraiment sympa à faire, y compris, enfin, c'est dans les défis, je trouve que c'est les défis vraiment sympas quand t'as des gens qui aiment bien un petit peu ça, qui sont capables d'improviser, c'est des trucs assez sympas à faire. Ok. Alors, la réaction, est-ce qu'on n'a pas tous déjà prétendu être quelqu'un d'autre? Non, pas à 100%, mais après je me suis beaucoup créé des personnages, des personnages, des carapaces et des personnes que je n'étais pas exactement et qui ne correspondaient pas exactement à mon caractère. Hein. Et je pense que je continue à ne pas être exactement la personne que je suis réellement, mais que je tends à y aller, enfin à devenir de plus en plus moi-même. Mais pour le coup, j'ai jamais fait de jeu de rôle comme ça. Et je pense que moi, je serais impossible de le tenir plus de 5 minutes. Et bon, on y pensera pour le prochain pari. Parce on en a fait un certain nombre. On en a fait un certain nombre. Je me suis retrouvé avec la barbe d'une couleur absolument... Bleu mermaid, on va dire. Exactement. Non, j'ai bleu mermaid. Non, ça devait être bleu mermaid et c'était vert. Oui, c'était vermouth. C'était vermouth. Donc voilà, j'ai été quelqu'un d'autre à un moment. J'ai été la créature du lac après m'être fait teint la barbe. Et alors du coup, c'était quoi la réaction des gens en général quand... Honnêtement, quand on le fait bien, ce que j'appelle le faire bien, c'est-à-dire pas se mettre à exploser de rire en plein milieu. Ah oui, bien sûr. Il n'y a pas vraiment de raison qu'il le... c'est là tout l'intérêt. C'est quand on se rend compte qu'on a bien fait le personnage, c'est que la personne en face va avoir la bonne réaction. J'ai toujours essayé juste de ne pas le faire pour des choses qui vont pénaliser. Oui. Bon, j'estime que là, une vendeuse qui est là toute la journée pour vendre des robes de mariée, si t'as une cliente en plus, mais que t'es pas en train d'emmerder les gens, oui. Ça va pas faire grand-chose. Par contre... jamais essayer de faire croire une fausse organisation ou lancer des choses qui pourraient pénaliser des gens, ça non. Mais par contre, il y a un côté très satisfaisant. C'est le côté acteur, en fait. Voilà, on a un mini-acteur pendant un quart d'heure. Voilà, ça m'a toujours amusé. Est-ce que du coup, t'as réussi à essayer des robes de mariée? Pour moi, c'est un truc qui se fait sur rendez-vous. Alors, robe de mariée, je l'ai dit comme ça parce que c'est un truc que j'ai toujours eu en tête. De faire celui-ci, précisément, je l'ai pas fait. Ok, d'accord. Mais ça, c'est un des paris que j'ai toujours gardé en tête, soit envoyer quelqu'un, soit moi le faire, mais je trouve que c'est un des trucs marrants à faire. Et donc, et par contre, l'élevage de poney Shetland, du coup, tu l'as vraiment fait? J'ai déjà fait des élevages en Normandie, c'est facile, donc plus dans des fermes où t'as des petits chevreaux, des trucs comme ça. C'était aussi pour moi, c'était parce que j'aimais bien aller les voir et que il y a une différence de traitement quand tu dis est-ce que je peux venir caresser 3 chèvres et quand tu dis je voudrais en acquérir une. Donc ça, j'avoue que j'ai un petit peu utilisé ça. Très bien. Alors c'est marrant parce qu'on rebondit sur de l'animal. Si tu pouvais te réincarner dans un animal. Les animaux, c'est compliqué parce que faut enlever. Si vraiment on prend la question au sérieux, c'est-à-dire que si t'enlèves le côté c'est rigolo de voler, est-ce que j'ai envie d'être un oiseau, je suis pas sûre. Les chats, tout ça c'est mignon, mais en fait, la loterie de tomber sur un propriétaire connard ou de se retrouver à faire les poubelles en banlieue, voilà. Donc je pense que je partirais plus sur un animal aquatique, plutôt dans ceux qui sont pas pêchés. Qu'est-ce qui me plairait bien? Peut-être un espadon. Ok, c'est pêché l'espadon. Hein. Hyper classe, oui, mais c'est moins, c'est quand même plus rare d'avoir un steak d'espadon que d'être un thon rouge. Oui, non, c'est sûr. Mais... soit ça, soit le poisson dont le nom m'échappe, qui s'il n'est pas préparé par ce chef japonais incroyable, il a un nom hyper compliqué. C'est le fugu, non?
C'est Fugu, non? Il me semble que c'est le fugu. Celui qui contient du poisson, Ouais, du c'est poison. du poison. Et Je crois que c'est le poisson bulle, enfin le poisson qui peut énormément grossir, qui gonfle avec des pics. Il me semble que c'est. Celui-là est sympa aussi. Ok, très bien. Donc quelque chose de et pas forcément quitte à ne pas être pêché, à être aquatique, hein, une créature des abysses. Je les trouve pas très beaux. En fait. Ah non, effectivement. Non, on va dire, on va enlever le côté esthétique. C'est surtout, est-ce que j'aimerais, quitte à nager, parce que c'est quand même le truc vraiment sympa. Bah c'est ça. Être en permanence dans l'eau, vraiment très 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 sombre. Je suis pas sûre. Non, je préférerais quand même pouvoir me balader un petit peu, avoir une espérance de vie, on va dire, un petit peu sympa, pour pas juste remonter les rivières et aller mourir au bout de 2 ans dès que je me suis reproduit. Donc pas un saumon. Ni une truite arc-en-ciel. Un poisson sympa. Ok. Ouais, bah, c'est vrai que l'espadon, c'est joli. Ça a de la gueule. Alors, quand est-ce que tu as pleuré pour la dernière fois? Alors, très marrant, j'ai pleuré pour la dernière fois hier. Ok. Pour une raison tout à fait légitime, je trouve, parce que je viens de finir Final Fantasy XV. Ok. Et la cinématique de fin, j'avoue, j'ai pleuré. Ok, c'est le remake, c'est ça, non? C'est celui qui est sorti là sur PS5. Je viens d'avoir la PS5 et du coup, je m'étais dit, tu n'achètes pas Final Fantasy, tu n'achètes pas Final Fantasy, tu n'achètes pas Final Fantasy. J'ai sombré. Tu as acheté Final Fantasy. Voilà, 10 jours plus tard et 60 heures de jeu. Ah oui. Non, il est sublime. Ah, tu l'as. Bah, je suis une grosse fan de Final Fantasy et vraiment de retrouver, ça faisait peut-être 7 ans que j'avais pas joué à Final Fantasy. Okay. Et vraiment, alors c'est pas le meilleur, mais juste la puissance de la console fait que quand même c'est un vrai plaisir à jouer. Et ils sont quand même sacrément bons sur les scénarios, donc j'avoue que les cinématiques sont sublimes et j'ai pleuré. Okay. J'avoue. Parce qu'il y avait eu... Oui, c'était Final Fantasy VII. Donc ils avaient sorti un remake il y a un an ou deux. Alors, j'ai pas suivi tous les remakes parce que Final Fantasy, c'est un peu compliqué. Ils les sortent en c'est ça, les 10-2, les 12-3. Mais celui-ci, c'était vraiment celui qui était attendu sur la PS15. Ok. La PS5. La PS15. On n'y est pas encore. J'ai joué à Final Fantasy V sur la PS15. Tu vois. Les gens n'arrivent toujours pas à obtenir une PS5, mais toi, t'en es déjà à la PS5. Est-ce que tu demandes facilement de l'aide? Alors, pas du tout. Je trouve ça très difficile de demander de l'aide. Surtout, on va dire, la question, puisque c'est moi qui l'ai écrite, du coup, je peux me permettre des précisions. Je l'ai pas. C'est évidemment pas de l'aide, genre, est-ce que tu peux m'aider à porter un truc? Oui. C'est vraiment, on va dire, de l'aide sincère, de l'aveu de faiblesse, de là, je n'y arrive pas, est-ce que tu peux m'aider? Je trouve ça très compliqué. Oui. Je trouve ça compliqué parce que déjà, c'est dur forcément de reconnaître qu'on se suffit pas à soi-même face à une situation. Ensuite, je trouve que c'est charger la personne de quelque chose qui est peut-être dur à porter pour elle aussi. C'est pas forcément évident. Quand on est dans l'autre sens, quand quelqu'un nous demande de l'aide de quelque chose d'assez grave, forcément, si c'est un vrai ami et qu'on le prend vraiment en charge, on prend une partie de son poids. Donc, on se sent redevable aussi quand tu demandes de l'aide à quelqu'un. Donc non, j'ai pas d'exemple précis là de moment où j'aurais vraiment demandé de l'aide. Si, les dernières fois j'ai vraiment demandé de l'aide, c'était des histoires de deuil, de deuil de famille, où des amis très proches m'ont aidé, on va dire, à se passer ce moment-là, où là c'était peut-être un peu plus facile de leur dire, et là ça va pas, est-ce qu'on peut se voir mais voilà, mais sinon d'une manière générale, pas trop. Ok. Alors, est-ce que tu penses être trop gentil ou pas assez? Les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine. Ouais. Un mix de trop gentil, genre à vraiment vouloir, dès que je peux aider, vraiment le faire, être aux petits soins, essayer de penser aux gens tout le temps, et un mix de parfois, par contre, le dragon. Oui. C'est-à-dire, en fait, je trouve que les deux vont bien ensemble, c'est les deux faces de la pièce. C'est quand on est très gentil, on a beau dire qu'on fait les choses sans attendre en retour, c'est pas qu'on attend de la personne qu'elle soit gentille, mais c'est qu'on attend un degré d'amitié. Oui. Et quand, en face, à un moment, on me fait ce que j'appelle un coup de pute, ou un truc où vraiment je me dis, là, je ne comprends pas, parce que moi, j'aurais pas été capable de faire ça, là, par contre, je peux dégager la personne, en fait, de ma vie un peu trop, je trouve, drastiquement. Ouais. Donc, je tends en ce moment à essayer d'être moins gentille,
pour être justement moins dur. Mais alors, du coup, ouais, c'est ça. Le côté dragon, il vient plus de déception. De déception que de période où t'es juste, bah non, là, laissez-moi. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment. Mais j'en ai beaucoup dans ma vie. C'est là que je me suis rendu compte que quand même, il fallait que je travaille dessus. Ça va être des amitiés très, 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 très fortes. Et d'un coup, grosse déception. Et du coup, trop d'attentes. Donc, du coup, plus voir du tout la personne plutôt que de le prendre moins à cœur parce qu'il y aurait eu moins de proximité. Donc, Ok. Quelle a été ta pire expérience capillaire ? J'ai essayé plein de trucs. Quand j'étais ado, j'ai fait toutes les couleurs possibles. Le blond platine n'était pas une réussite, j'avoue. Mais j'avais les cheveux longs, j'ai commencé à les couper au carré il y a quelques années. Et à un moment, ma coiffeuse, je sais pas pourquoi. Souvent, les coiffeurs, c'est ça. Tu leur demandes la même coupe et au bout d'un moment, ils sont frustrés. Ouais. Et du coup, ils commencent à se dire, on va faire la même coupe, mais pas exactement la même coupe, mais sans te prévenir. Et quand tu as confiance en ton coiffeur, tu le laisses un peu faire. Et honnêtement, il y a un Noël où je me suis retrouvée avec une coupe Mireille Mathieu. Mais vraiment, le truc, ça va pas du tout. C'est pas une coupe au carré, c'est une coupe au bol. Horrible. Et ouais, non, ça, je l'ai assez mal vécu. Mais sinon, non, j'ai pas eu... À un moment, j'avais envisagé de me faire de l'undercut et... Tu sais, quand c'est rasé en dessous et fait... Et ça, je suis contente de l'avoir pas fait parce que je pense que j'aurais assez mal vécu la repousse. En fait, le problème des cheveux, c'est ça. Il y a plein de trucs qu'on a envie de faire, mais ce serait assez cool si ça pouvait changer du jour au lendemain. Oui. Donc du coup, comme toi, tu dois connaître le truc, comme tu as les cheveux longs, on prend un peu plus le temps de la réflexion. On va dire ça met si longtemps à repousser. Donc voilà. Du coup, je savais pas comment ça s'appelait, mais alors, du coup, je crois que le nom, ça doit être side cut. Ah oui, les côtés rasés. Que j'ai envisagé à un moment, notamment parce que Terence, qui est un très bon ami à moi, elle avait comme ça, et je n'ai jamais osé me lancer parce que je me suis dit, ok, mais si ça te plaît pas et qu'en plus de ça, tu dois passer par la phase repousse, t'as un peu le seum. Non, je vois très bien en quoi le fait d'avoir les cheveux longs fait envisager les expériences capillaires. Pas tant que ça, parce que moi, je t'ai proposé quand même à plusieurs reprises de te faire une magnifique crinière rose. Ouais. On m'a laissé entendre que ça arriverait très bientôt, et en fait, la déception. C'est toujours envisagé. Si j'arrive à vivre de ce podcast, je pourrais tout me permettre, et donc j'aurai les cheveux. Non, j'y pense encore. Écoute, maintenant que je suis... Maintenant que je ne vis plus chez mes parents et que je n'ai pas trop... J'ai beaucoup moins d'obligations, on va dire. Faut le réenvisager. On en reparlera. Quelles sont tes faiblesses ? Une trop grande exigence avec mon idéal de vie. Et ça, c'est une faiblesse dans le sens où j'ai travaillé une seule fois dans ma vie en société. Je suis freelance depuis toujours. Et du coup... j'ai énormément de mal à me contraindre. Ouais. Et ça, mais que ce soit dans quel que soit le domaine, en fait. Je ne peux pas rester dans une relation qui ne me satisfait pas. Je ne peux pas supporter d'avoir une amitié qui part en couille. Je préfère la stopper. Je ne peux pas supporter un boulot dans lequel ça se passe pas bien. Du coup, j'ai tendance à très vite zapper. Donc, j'ai eu 1 milliard de boulots. C'est pas forcément une faiblesse, c'est aussi une super force, mais c'est une faiblesse dans le sens où ça demande en permanence à être attentif à soi-même, parce que si l'équilibre est déséquilibré, du coup, je me sens vraiment pas bien. Et parfois, je me dis que c'est une faiblesse parce que, du coup, ça me demande beaucoup d'énergie pour maintenir ce niveau d'exigence et être satisfaite. Après, je suis complètement autonome là-dessus et j'ai toujours réussi, mais je me dis qu'à un moment, pour une raison X ou Y, si j'ai l'impression que je dois être coincée dans un boulot qui ne me plaît pas, je le vivrais extrêmement mal par rapport à, ça se trouve, ce boulot-là aurait très bien convenu à plein de gens, mais... Oui. Ok, ouais, mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est que c'est à la fois une faiblesse et une force assez énorme qui te permet d'être toujours quasiment assuré de faire ce qui te plaît, de faire ce que... De toute façon, je trouve que les faiblesses, c'est très souvent un contre-coup de force. C'est rare d'avoir une faiblesse toute seule qui a pas une partie forte. C'est ça, carrément, ouais. Surtout sur le plan moral et sur le plan psychologique. Tu peux faire voter n'importe quelle loi. Laquelle choisirais-tu ? Je ne vais pas réfléchir 1000 ans là comme ça, forcément. Sûrement, il y aura des choses plus importantes, mais la cause qui me tient le plus à cœur, c'est... Enfin,
une des causes qui me tient le plus à cœur, c'est par rapport aux animaux. Oui. On va dire dans les lois qui me paraissent accessibles, pas un truc complètement invotable, ce serait quelque chose par rapport au bien-être animal, c'est-à-dire quelque chose de type un permis d'avoir des animaux ou vraiment quelque chose qui enregistre. En fait, j'ai vraiment du mal avec la cruauté animale. Okay. Que ce soit les abandons, que ce soit pour avoir vécu à la campagne, les gens qui vont aller jeter des portées de chatons dans les rivières. J'aimerais qu'il y ait un vrai suivi par rapport à ça et que ce soit pas considéré comme des objets, comme ça l'est encore actuellement. Là, comme ça, c'est la réponse qui me vient. Il y aurait sûrement des choses un peu plus belles pour l'humanité, mais là, comme ça, c'est celle... Mais donc, ça concernera aussi les abattoirs, certainement dans un second temps, mais on va dire celle qui me paraît là, actuellement, vraiment facile à voter, ce serait un suivi, un vrai, réel suivi des animaux et un contrôle. Enfin, je trouve ça incroyable qu'en France, on soit un des pays qui abandonne le plus. Ah ouais ? Ah ouais, non, on est vraiment les mauvais élèves. Alors, c'est par rapport à l'Europe, on est vraiment... C'est dramatique, le nombre d'abandons. Et là, typiquement, en ce moment, j'ai des amis qui bossent dans des SPA, ils disent c'est catastrophique. Enfin, tous les gens qui ont acheté des animaux, tu sais, pour sortir pendant les confinements. Ouais. Déjà, à chaque fois, avant les vacances, que ce soit Noël et vacances d'été, c'est catastrophique. Mais là, l'année après le confinement, ça a été pire que tout. Je savais pas du tout qu'on était des mauvais élèves. Et très, très, très mauvais. Okay. Après, je sais que les Anglais ont un rapport aux animaux qui est quand même plus proche de leurs animaux que nous, mais je savais pas qu'on était aussi mauvais. C'est pas bien. Et toi, pour la loi ? Pour la loi, oh putain, parce qu'elle est dure celle-là. En fait, elle demande beaucoup de réflexion, je trouve. Il faut balayer. Il y en aurait tellement, c'est ça. Écoute, vu que c'est un sujet sur lequel je m'informe en ce moment, notamment de par le travail de ma petite sœur, qui travaille en tant que chef de projet à la prévention des conduites à risque pour la ville de Paris, et qui donc voit de près le problème du crack, ce genre de choses. C'est vraiment faire en sorte que les problèmes de drogue soient considérés non plus comme de la délinquance, mais comme des problèmes de santé publique. Et ça l'est déjà dans les textes, mais faire aussi en sorte que via les lois, il y ait une perception différente du public. Et en fait, surtout, globalement, faire par rapport aux drogues ce qu'a fait le Portugal. C'est-à-dire de dépénaliser toutes les drogues, donc du crack à l'héroïne en passant par la weed. Et donc, ce qui fait que déjà, on ne peut plus se retrouver en prison pour de la drogue. Et surtout aussi tout le travail et tous les suivis qu'ils ont mis en place pour les toxicos et pour les personnes addictes. C'est-à-dire que je sais plus à quel moment de quand tu te fais prendre avec de la drogue, mais tu peux pas te retrouver face à un tribunal en tant que consommateur. En revanche, tu peux te retrouver face à un groupe de médecins, psychiatres, psychologues, sociologues aussi en fait, et qui vont proposer un réel accompagnement et quelque chose d'adapté à la toxicomanie de la personne. Et voilà, ouais, vraiment, faire une loi qui prenne à bras le corps ce problème de santé publique que sont les drogues, et notamment les drogues comme le crack ou l'héro à Paris. Et en France, en règle générale. Oui, sur l'ensemble de la France. C'est vrai, c'est très parisien du coup ça comme. C'est clair. Alors j'aurais une loi à Paris, s'il vous plaît. Mais voilà. Et aussi, évidemment, légalisation du cannabis à usage récréatif, mais en ne laissant pas le marché aux personnes qui sortent d'écoles de commerce, mais en allant voir les gens qui produisent et qui vendent à l'heure actuelle et leur dire bon, on va vous faire rentrer dans la légalité et vous n'aurez pas à changer de marché. Je pense que ce serait une bonne chose. Voilà. Alors que pourtant, je consomme... Enfin, tu me connais suffisamment pour savoir que je consomme... C'est ça, que je consomme absolument pas de drogue. Enfin, si on considère que l'alcool est une drogue, si je consomme de la drogue, mais je consomme absolument pas que ce soit du cannabis ou des opioïdes ou quoi ou qu'est-ce. Mais voilà, je pense que c'est un sujet qui est quand même assez important. Y a-t-il une chose que les gens trouvent étrange à propos de toi ? Pas mal. Je pense que la principale vient de la façon de vivre, de ce que je te disais il y a quelques instants, c'est-à-dire là j'ai 36 ans, quand ça a toujours été ma vie depuis que j'en ai 24, depuis que j'ai fini les études.
quand j'avais 27-28, ça faisait marrer les gens. Elle arrête pas de changer de boulot, elle essaie de tester des trucs partout. Là, maintenant, que ça commence à être ancré, que c'est vraiment et que ce sera toujours ma vie, ça surprend toujours un peu les gens. Ouais. Surtout, mes amis sont majoritairement beaucoup plus jeunes, mais quand je rencontre des gens de mon âge, ou même, je sais pas, des gens qui étaient avec moi dans les études, ils ont 2 enfants, parfois 3 enfants, mariés, un boulot, CDI, la petite maison, enfin le cliché on va dire, mais ce qui est globalement, beaucoup de gens aspirent à ça. Ça n'a jamais été mon aspiration et plus je grandis et moins je me rends compte, ça ne l'est vraiment pas. Donc oui, je pense que c'est surtout cette espèce de décalage par rapport à ce qu'on imagine être une norme de vie. Sinon... je sais pas, à toi de me dire, tu me connais, est-ce qu'il y a des trucs... C'est une bonne question, ça. Étrange à propos de toi. Je sais que moi, en soi, non, parce qu'en plus, je te connais depuis si longtemps et on a fait tellement de trucs différents. Enfin, on joue beaucoup aux jeux vidéo ensemble, on a fait des soirées blogueurs, on a fait des expositions, on est allé au cinéma. Donc, pour moi, non, mais je sais que quand j'ai des amis qui te rencontrent pour la première fois, ils sont toujours très impressionnés. C'est que tu dégages quelque chose, une aura qui est pas intimidante, mais qui est grande, quoi, un truc. Et ils sont toujours, ah ouais, c'est elle, et qui impressionne. Donc je dirais que tu impressionnes les gens. Ok. Ça te va comme... Ok. On en parlait avant de commencer à enregistrer. Le pire cadeau qu'on t'ait jamais fait. Oui, c'est vrai. Il y a eu un gros débat sur cette question-là parce qu'on est en train de se dire qu'il manquerait le pendant qui serait quel est le pire cadeau qu'on ait fait. Ouais. Le pire cadeau qu'on m'ait jamais fait, du coup. Je passe sur les cadeaux de grand-mère avec l'étui à roller, avec mon nom brodé dessus, les mitaines. J'ai eu un étui à roller. À un moment, je sais pas pourquoi, ma grand-mère s'est passionnée pour les trucs avec, tu sais, ton nom dessus. Ouais. Quand j'avais genre 14-15 ans, j'ai eu genre l'étui à CD avec mon nom marqué dessus, l'étui à roller avec mon nom marqué dessus. Bon. Et c'est elle qui marquait le nom ou elle le faisait marquer? Non, c'était, à un moment, c'était vraiment la grosse mode d'avoir tout personnalisé. Ouais. Le pire cadeau qu'on m'ait fait, est-ce que j'ai souvenir qu'on m'ait fait un cadeau vraiment pourri? Honnêtement, la chance d'être pas trop concernée. Ouais. J'avais fait cette question-là... toujours parce que c'était un peu Accès Séduction pour justement un peu lancer le sujet sur les cadeaux d'ex, etc. Moi, j'ai eu plutôt de la chance là-dedans. J'ai jamais eu un cadeau tout pourri. Oui. Alors du coup, le pendant qu'on envisageait avant de commencer à enregistrer, est-ce qu'il y a un cadeau que tu as déjà regretté avoir fait? Alors, il y a un truc que j'ai regretté. Alors, c'est un cadeau, on va dire, symbolique parce que c'est pas un objet. Alors, j'ai regretté des cadeaux parce que, j'avais dépensé une fortune pour un mec qui s'est révélé être un énorme connard, mais c'est pas vraiment le même type de regret. Mais par contre, une fois, j'ai fait un truc que je trouve quand même un peu honteux avec le recul. J'avais quoi, 24 ans. Je sortais avec un guitariste et alors j'adorais avoir des élans romantiques. Ouais. J'ai toujours eu un peu ça, mais à l'époque, vraiment, je me réfrénais pas. Et j'avais trouvé hyper badass de descendre en bas de chez lui à 5h du mat le jour de son anniversaire et d'aller taguer. Je m'étais fait chien. J'avais fait des pochoirs en forme de guitare, de la forme de sa guitare, plus joyeux anniversaire avec son prénom que j'avais été taguée avec un truc rose, une bombe rose fluo en bas de chez lui pour qu'il le voit. Premier truc quand il se lève. Et honnêtement, avec le recul, je me dis, non. Non, franchement, c'est creepy, c'est weird, c'est... Ouais, non. Détérioration de l'espace public. Oui, ça, j'ai fait gaffe que ce soit un truc lavable, mais ouais, non. On est passé les 12 ans, tu vois, t'évites. Oui, ok. Ouais. Ça doit être impressionnant en plus. Tu te lèves le matin, tu vois ça, t'es en mode, ça fait plaisir, mais... Ouais, en fait, je me suis mis à sa place après, je me suis dit, mais honnêtement, on m'aurait fait ça. En plus, c'était un bouffon. Hein. On est resté à peine ensemble. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'avais une illumination de c'est une trop bonne idée, mais pas du tout. Voilà, ça, c'était vraiment mon bon cadeau pourri. Ok. Et toi, t'as fait un cadeau nul? Est-ce qu'il y a des cadeaux que je regrette? Ouais, j'en ai un. T'as offert des chansons, toi, tu les regrettes? Non, les chansons jamais. Les chansons jamais, parce qu'en plus de ça, elles font souvent partie de mon répertoire après. Et que en plus de ça, je pense que la chanson, il y a... Même si je l'ai fait pour les personnes et que je les offre en leur chantant, c'est surtout un truc que je fais pour moi. Ça reste un truc pour moi. Mais ouais, si, je me souviens d'un truc que je regrette avoir fait.
C'était, évidemment, c'est avec une ex. Ça va faire 6 ans, 7 ans, en février, parce que alors on n'habitait pas dans la même ville. C'était une relation à distance. Donc j'habitais en région parisienne et elle habitait un peu plus loin, genre c'était à 1 heure et demie, 2 heures de Paris. Et j'avais senti qu'elle allait me quitter. Et on s'était appelé au téléphone quelques jours avant qu'elle revienne sur Paris. Et elle m'avait, effectivement, garanti qu'elle allait me quitter. Garanti. Enfin, ouais. Je te le promets. C'est ça. Sous-signé, Madame Machin atteste à Monsieur Jacques Bouillet qu'elle va le larguer. Et j'étais vraiment au bout du gouffre. Et ce que j'ai fait un peu en plus, alors, je regrette de l'avoir fait en partie pour le prix que ça m'a coûté, mais aussi parce que je trouve que c'est un peu un move assez toxique ce que j'ai fait. Donc elle est revenue sur Paris et on devait se voir le 13 février, donc la veille de la Saint-Valentin. Et en soi, j'ai jamais été très fan de la Saint-Valentin. Enfin, pour le coup, dans toutes mes relations de couple, la Saint-Valentin, ça a jamais été un truc important. J'ai jamais attendu cette date pour faire des cadeaux, pour avoir des petites attentions. Et donc, en soi, moi, le fait de me faire larguer la veille de la Saint-Valentin, je m'en tapais. Vraiment, c'est pas ça qui me posait problème, quoi. C'était vraiment le fait de me faire larguer. Et donc, je sais qu'on va se retrouver et je rentre chez une fleuriste. C'était entre Charonne et Voltaire. Et je demande un bouquet. C'était vraiment, vraiment creepy. Je demande un bouquet de 12 roses. Parce que. Et alors, attends, faut savoir pourquoi 12. C'est parce que 12 ans ? Non. Pardon. C'est parce que on avait passé. En tout, on avait passé 24 mois ensemble, mais que je me voyais pas offrir un bouquet de 24 roses, et je m'étais dit, vas-y, une rose, ça fera 2 mois. Bon, déjà, voilà. Et la vendeuse me dit, oui, d'habitude, elles sont à 1,80€, mais là, comme c'est le week-end de la Saint-Valentin, elles sont à, je sais pas, ça m'avait coûté 72€, donc elle devait être à 6€. C'est ça, 6€ la rose. Bon, elle devait pas être à 3. Du coup, La meuf t'a expliqué en tant que bonne commerçante que normalement c'est 1,80€ et que là, elle est prêt à 6€. Ouais, normalement, non. Normalement, c'était à 3€, mais là, comme c'était le week-end de la Saint-Valentin, vous comprenez, c'est ça, c'est 6€. Ah oui, c'est spécial. Et je dis, vous savez, moi, c'est pas pour un cadeau pour la Saint-Valentin, c'est pour éviter de me faire larguer. Elle me dit, d'accord. Ça fera 2€ la rose. Donc, je paye ce bouquet une fortune. 72 balles, je m'étais bien fait engueuler par ma mère le lendemain. Parce qu'elle m'a dit, putain, mais au lieu d'offrir des 72€ de fleurs à une fille qui est sur le point de te quitter, tu pourras offrir des fleurs à ta mère. Bon. Et évidemment, donc je lui offre, on discute, ça se passe pas bien. Enfin, ça se passe pas bien. Elle te quitte, quoi. Ouais, elle me quitte, voilà, quoi. C'est le mauvais moment. Et là où vraiment j'ai regretté de l'avoir fait, c'est qu'il se trouve qu'on prenait le métro à la même station, pas dans la même direction. Et donc, je descends sur le quai, et je la vois descendre sur le quai sans le bouquet. Et je t'en... Et en même temps, je comprends. Même si c'est une relation qui avec beaucoup de recul, a été quand même assez toxique pour moi, et que c'est une fille qui m'a quand même fait pas mal de mal, cette réaction, pour le coup, je la comprends. Salut maman, je vais quitter Jacques, et puis elle rentre 3 heures plus tard avec un bouquet de 12 roses, va expliquer ça, quoi. Mais voilà, mais ça a été... C'était une catastrophe, quoi. C'est pas un move. C'était donc ouais, énorme regret de l'avoir fait, déjà parce que ça m'a coûté une fortune, et aussi parce que ça faisait un peu move toxique quand même. Je l'ai fait, et puis ça permet de. Si tu pouvais avoir un don, lequel serait-il ? C'est pas exactement. Alors, téléportation, trop cool. Évidemment. J'avoue. Mais c'est pas forcément celui que je mettrais en premier. Moi, je suis assez fascinée par la communication et la non-communication, malgré la parole, on va dire. Je trouve que c'est incroyablement limitant. Je suis toujours très frustrée de ne pas pouvoir communiquer plus, on va dire, d'émotions que les mots. Donc, ce serait pas exactement lire dans les pensées, mais ce serait quelque chose qui permettrait d'envoyer des émotions. Ok. Tu vas être capable de communiquer avec quelqu'un une émotion, parce que parfois les mots veulent rien dire, ou c'est pas juste les mots, c'est juste, je sais pas, d'envoyer un globe d'émotions et ils se démerdent avec. J'adorerais qu'on puisse communiquer un peu plus profondément, on va dire, qu'avec les mots. Ouais.
Mais ouais, mais il faudrait que les autres gens aient ce don aussi, du coup. Pour que ça ait un intérêt réellement. Bah, je me dis déjà, si moi je l'ai, ça m'aiderait vachement dans l'ensemble. Après, si les gens peuvent l'avoir en plus, ce serait vraiment trop bien. Mais sinon, téléportation, c'est quand même extrêmement cool. C'est pratique. Y a-t-il des gens qui t'en veulent? Oui. Oui. Ouais, je pense. Probablement quelques amis, exactement ce dont on parlait tout à l'heure. Il y a vraiment des gens que j'ai envoyés chez beaucoup plus violemment, on va dire, que la situation ne l'admettait, parce que ça provenait de rancœur du coup exacerbée. Sinon, plus simplement les ex. Oui. J'ai pas mal quitté, donc et pas forcément. C'est toujours dur de quitter un, donc. Après, qu'ils m'en veulent incroyablement, mais je pense que il y a eu des gens qui ont des rancœurs. Après, sinon, globalement, je suis pas quelqu'un qui a des ennemis particulièrement. Donc, personne ne veut ma mort, je pense. C'est déjà pas mal. Alors ça, je crois que c'est une de mes questions. C'est pas ma préférée, mais c'est une de mes questions préférées. Non, c'est une de mes questions préférées. Okay. Si tu pouvais être incollable sur un sujet, lequel choisirais-tu? Alors, ce serait obligatoirement un sujet. Alors, ça, c'est compliqué. Il y a tellement de choses sur lesquelles j'aimerais être incollable. J'adorerais être incollable en histoire et en géopolitique. Parce que je trouve ça incroyablement frustrant au quotidien. T'as beau te renseigner sur un truc, mais en fait, ça n'a de sens que si tu peux le mettre en comparaison par rapport à d'autres choses sur une table temporelle de l'humanité. T'as l'impression de rien savoir parce que du coup, tu vas avoir une connaissance sur un tout petit truc. Donc ça, mais sinon, mon vrai truc, ce serait probablement les matières scientifiques. Probablement de la biologie moléculaire ou de la chimie. Je trouve que c'est incroyablement intéressant, mais par contre, c'est le genre de choses où tu peux pas juste aller lire un peu d'articles ou d'articles scientifiques, il faut vraiment t'y mettre à fond. Donc voilà, je pense que ce sera un domaine scientifique, probablement. Et toi? Je pense que ce sera un domaine scientifique, ou non, en théologie et en histoire des religions. C'est vraiment un truc qui me fascine et où je me dis que c'est finalement un sujet où les gens connaissent très très peu de choses. C'est ça. Et où même finalement même les religieux, même les croyants connaissent finalement peu de choses. Et parfois même peu de choses de leur propre religion. Et être incollable en théologie et en histoire de religion, c'est vraiment un truc que j'aimerais. Mais c'est un peu pareil, quoi. C'est compliqué pour se renseigner bien. C'est des sujets de thèse, quoi. C'est des sujets d'études. Et donc c'est très très pointu, mais c'est vraiment un sujet où j'aimerais beaucoup m'y connaître. Et puis après, sinon. Tout ce qui, en plus, je pense que là, pour le coup, on va tomber d'accord tous les deux, mais tout ce qui concerne l'espace aussi, ou tout ce qui concerne la mer, encore plus que l'espace, tout ce qui concerne la mer, c'est un truc où je saurais être incollable sur les abysses et sur les espèces animales de la mer. Surtout quand on se dit que, parce que être incollable sur un sujet, ça sous-entend aussi pour moi participer à la recherche, en fait, à la découverte de nouvelles choses sur ce sujet. Et quand je me dis qu'on connaît mieux la surface de la Lune que nos fonds marins, que le fond de nos océans, j'adorerais faire partie de ces gens qui permettent de mieux connaître les fonds de nos océans. Si tu devais disparaître... Alors c'est intéressant parce que c'est une question qui rebondit un peu sur une des premières. Est-ce que tu as déjà été quelqu'un d'autre? Si tu devais disparaître et changer d'identité, que ferais-tu? Éleveuse de Shetland, du coup. C'est une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi parce que ça, c'est un truc auquel je m'intéresse beaucoup, les disparus volontaires. Je lisais un article tout à l'heure sur justement le fait que le Japon, ça se multipliait, qu'il y avait des agences qui étaient spécialisées dans le fait de fournir une identité secrète. Mais c'est complètement légal là-bas. Il y a vraiment des business autour du fait de créer une nouvelle vie, ce qui évite un peu de suicide parce qu'ils ont des gros problèmes de suicide. Et ça coûte combien? Il n'y avait pas les prix, mais je me suis dit, c'est hyper malin en fait comme business. Bref, du coup je m'intéresse à ça et en plus j'ai dans ma famille un disparu volontaire qui a disparu il y a 15 ans et on n'a plus jamais de nouvelles. Donc du coup ça a été un sujet de débat et c'est vrai que je me suis posé la question de moi qu'est-ce que je ferais. J'ai un peu du mal à imaginer parce que j'ai jamais eu une situation de par ce que je t'expliquais sur mes boulots, les machins, je me suis jamais retrouvée dans une situation où je me suis dit j'en peux plus, je pète un câble et je disparais. Je me suis toujours arrangée pour juste me barrer de la situation. Mais si ça devait arriver, je pense que je partirais dans un autre pays, ça c'est absolument certain.
Il faudrait absolument qu'il y ait un dépaysement total parce que par contre, ça doit être hyper dur à vivre de s'imaginer qu'on puisse croiser, même si tu pars à l'autre bout du pays, tu vois, un vague cousin qui est en vacances ou même d'être tenté d'aller regarder les infos. Ça doit être un peu malsain. Donc vraiment, je pense que je partirais limite un truc exploration sauvage dans l'Amazonie. Je rejoindrais je pense un truc. J'essaierais de rejoindre un truc où je puisse aider. Un peu de scientifique, mais au fin fond des tréfonds du trou du cul du monde et essayer d'oublier complètement. Ok. Oui, bah, ça semble. C'est vrai qu'effectivement, se faire oublier en allant même en allant dans la Creuse, quand tu viens de région parisienne, bon, c'est un peu. Si tu devais te décrire en 5 mots. Polyvalente. Oui. Je sais faire plein de trucs. En plus, c'est bien, moi je peux acquiescer vu que. Enthousiaste, je pense. Fiable. Atypique. Enfin. Moi, un peu, on va dire. Et curieuse. Ok. Donc, polyvalente, enthousiaste. Atypique, fiable et curieuse. Ouais, t'as vu, je mets que des trucs positifs. Oui, bah... Je suis une vraie connasse. C'est ça. Vas-y, fais-les toi, tes 5 mots. Je suis radin. Alors, j'en ai un en commun, c'est enthousiaste. Ouais. Enthousiaste et curieux aussi, je l'ai en commun. Sensible. C'est vrai. Sensible. Exigeant. Et j'aimais bien, quand la première fois qu'on avait la boîte et où j'ai pu jouer, j'aimais bien rajouter un mot qui n'était pas un adjectif, qui à l'époque était Lucifer. Donc ouais, je vais rester sur Lucifer parce que je me dis que ça me plaît bien et j'aime l'histoire, j'aime la figure romantique de Lucifer. Toi, en plus, tu peux t'affines tranquillement tes réponses selon le nombre de fois où tu as les questions. C'est le gros avantage, mais c'est aussi pour ça qu'il faudra que je renouvelle. La musique que tu peux écouter sans te lasser. Ah, je crois que je sais. Je peux tenter de répondre à ta place pour je dirais les 4 saisons de Max Richter. Alors ça a été ça. En fait, moi, je fonctionne par période pour les musiques. Je peux aller jusqu'à une obsession, mais qui devient insupportable pour mes colocs ou les gens qui habitent avec moi. C'est que genre pendant une période de plusieurs mois, je peux vraiment écouter une musique en boucle. Mais quand je dis en boucle, c'est vraiment le bouton repeat. Ouais. Et effectivement, celle-ci a été une de mes musiques phares. Ouais, j'avoue que celle-ci, c'est peut-être celle qui me lasserait toujours le moins. Max Richter en général, hein. Ouais. De toute façon, j'ai vraiment une obsession avec lui. Mais sinon, là, en ce moment, j'en ai pas une particulière. Parce que Max Richter, du coup, c'est un pianiste, c'est ça ? C'est un pianiste instrumentiste, tu sais, c'est du piano contemporain, on va dire. Et il a fait, cette révision des 4 saisons, qui déjà est un morceau que j'aime énormément à la base, mais celui-ci est vraiment, je le trouve absolument sublime. Me touche d'une façon que j'ai jamais expliquée, on va dire. Donc oui, on peut rester sur celui-ci. Ouais, sur Max Richter. Là, je suis bien tombé, je suis content. Ah, quelle est la chose la plus bizarre que tu aies mangée par politesse ? Alors ça, je l'ai. C'était au Japon. J'ai pas mal voyagé. J'essaie vraiment, vraiment d'être hyper, hyper respectueuse des pays dans lesquels je vais. Et le Japon, c'est au-delà du respect. C'est déjà, j'aime tellement leur façon d'être respectueux, justement. Enfin, vraiment, quand tu vas là-bas, c'est un plaisir absolu. Mais donc, du coup, il y a des règles un peu particulières. Et la nourriture, je savais... déjà, c'est une règle générale, mais particulièrement au Japon, tu manges. Enfin, tu vas pas laisser les trucs de côté. Tu gâches pas, ouais. Donc, bref, il était 10h du mat. Je voulais prendre juste un petit déj. Donc, j'arrive dans un... Moi, j'aimais bien manger dans les trucs où manger les travailleurs japonais. Ils devaient même plus tôt que ça parce que c'était avant qu'ils aillent au boulot, donc il devait peut-être 8h. Mm-hmm. Et donc, t'arrives, tu ne comprends rien à la carte, il n'y a pas de photo. C'est un mec qui parle pas, il parlait pas, c'était il y a 10 ans, ça a peut-être changé un peu depuis, mais il parlait quasiment pas anglais, mais genre vraiment quasiment pas. Et donc, du coup, j'ai essayé d'expliquer que je voudrais, je sais plus ce que je voulais, du porridge, ou enfin un truc de petit-déj, on va dire. Ouais. Et il arrive
un ramen, donc un plat de soupe avec des pâtes, avec par-dessus du poulet, un œuf, une petite pieuvre. Enfin, tous les types de viande et de poisson mélangés dans un même plat à 8h du mat'. Et là, je regarde ce truc et je suis « Oh, mon Dieu !» Bah, je l'ai mangé parce que vraiment, c'est la petite dame qui cuisine devant toi. Enfin, je voulais pas être la connasse d'étrangère à qui on sert ça et qui se barre. C'était dur. C'était pas mauvais. Ouais, mais c'est ça. Du coup, c'était plus le moment où on te l'a servi qui était bizarre. J'aurais pas mangé. Non, c'est le mélange des trucs, c'est quand même hyper particulier. Le poisson, viande avec œuf, tous les trucs. Plus le moment, voilà, j'ai vraiment gardé ça comme. C'est vrai que poulet, poulpe, œuf, c'est un peu étrange. Ouais, c'était pas fou. Voilà. Et depuis, je suis végétarienne, donc il n'y a plus ces questions-là parce que c'était quand même souvent des problématiques avec des viandes ou des poissons bizarres. Bah, c'est vrai. C'est vrai que les choses un peu étranges, c'est souvent lié à de la viande ou des œufs de 100 ans. C'est ça, exactement. La viande faisandée. Alors, j'ai goûté ça, les œufs de 100 ans, il y a pas si longtemps. C'était, il y a un an et demi, dans un restaurant chinois. Le restaurant des nouilles vivantes que tu m'avais fait découvrir, il propose des œufs de 100 ans. Ça n'a aucun intérêt. Ah ouais, ça n'a vraiment aucun intérêt. Hein. C'est pas bon. C'est pas ça a un goût de quoi, du coup? Ça sent quand même un peu l'orange ou... Ah non, pas du tout, non. Mais en gros, c'est des trucs qui sont trempés dans de la sauce soja pendant des mois et des mois. Donc ça a le goût de sauce soja. Et c'était servi avec des tranches de tofu. Okay. Et pareil, le tofu, moi je trouve que c'est intéressant quand tu le travailles, mais quand c'est servi en tranches blanches comme ça... Pas... Donc c'est pas l'horreur qu'on s'imagine. Alors après, parce que je sais pas, parce qu'on le voit toujours dans les films, ça a l'air noir, ou vert et. La couleur fait fait pas envie. C'est effectivement un vert translucide qui tend vers le noir, donc ça fait évidemment pas envie. Hein. Je pense que t'en mettais des morceaux dans la barbe que j'ai eue, dont on parlait un peu plus tôt. Vraiment, l'aspect marais était respecté au maximum. Mais sinon, en termes de goût, ce que j'ai goûté, en tout cas, c'est pas du tout l'horreur qu'on s'imagine. Okay. Est-ce que tu es quelqu'un d'audacieuse? Oui. Oui, sans ça là-dessus. Je me dis, on n'a qu'une vie, faut essayer les choses tant qu'on reste respectueux. Faut essayer. Très bien. Et alors du coup, j'avais pas prévenu, mais c'est la dernière question tirée au sort. Mon Dieu. Si c'est pas bien, tu changes. Ouais, on va voir. On va voir en fonction de ta réponse. Okay. Et sinon, il y aura peut-être 21 questions. Je vais me faire juger, genre de... Non, mais tu vas comprendre. Plutôt être à la mode ou avoir du style. C'est de la merde. Alors ça, c'est le genre de question. Il y a quelques questions que je regrette. Elle est nulle. Celle-ci, tout évidemment que tu sais quelle est la bonne réponse. C'est ça. Et puis après, c'est aussi, je pense, des questions. C'est plus comment tu l'étayes derrière. Oui. Bon, et c'était intéressant quand tu avais développé toutes ces questions pour des artistes. Exactement. Mais pareil, il y a tout à l'heure, j'ai tiré une question que je t'ai pas posée, qui était si tu pouvais exercer ton art sans être connu, le ferais-tu? En soi, malheureusement. Ça, c'est quelque chose. Celle-là, pour le coup, est vraiment intéressante quand c'était avec des artistes parce que ça. Mais je pense que je la garderai s'il y a des artistes. Donc, preview, si vous avez cette question, c'est que vous êtes considéré comme un artiste. Voilà, exactement. Dans 100 ans, qu'aimerais-tu que les gens retiennent de toi? J'ai pas du tout l'ambition de laisser une quelconque trace, ni même que ce soit enfant, ni même que ce soit production. Moi, non. J'ai pas du tout une volonté de laisser quelque marquer, chose. Je m'estime pas... je joue du piano, mais je joue pas assez bien pour me dire « Oh mon Dieu, je vais composer un truc qui va changer la face du monde. » J'essaie d'œuvrer sur des causes, mais pas à un niveau où je me dis « Oh mon Dieu, il y aura quelque chose qui portera mon nom. » Donc, non, rien de particulier. Ça me va très bien comme ça. Très bien. Du coup, c'est la dernière question. Tu peux, si tu veux, tirer 3 questions et m'en poser une. Allez. Avant que je te pose la dernière question, qui pour le coup est toujours la même en fonction des épisodes. Quelle découverte pourrait changer le cours de l'humanité? Je crois qu'on en parlait tout à l'heure. Je pense que la téléportation, ça peut
bien changer le cours de l'humanité, ou la capacité à voyager à la vitesse de la lumière. Je pense il y a quand même plus de chances qu'on arrive à ça qu'à c'est vraiment réellement téléporté. Mais en soi, je pense que... alors, je pense que s'il y a des physiciens qui écoutent cette partie... Alors déjà, bonsoir messieurs, je suis très heureux que vous écoutiez mon podcast. Mais en plus... donc peut-être que s'ils écoutent, ils vont se dire mais il dit n'importe quoi lui. Mais je pense que la téléportation suivra la découverte de la capacité de voyager à la vitesse de la lumière. Okay. Je pense qu'il y a un truc, tu vois, il y aura un truc et je pense que ça peut être une énorme avancée. Après, est-ce qu'on va avoir le temps de faire cette avancée ? Ça, c'est une autre question. C'est loin d'être sûr, mais ouais, je pense que si on découvre ça, il y a moyen que ce soit assez game changer, enfin que ça change beaucoup de choses. Mais bon, apparemment, je pense que c'est mal barré quand même. Et alors du coup, la dernière question, mais qui est toujours la même, quelles seraient 2 personnes que tu aimerais entendre dans Aléatoire ? Une qu'on va dire accessible, que je peux avoir facilement, et une qu'on peut considérer comme inaccessible, où je tenterai ma chance après plusieurs épisodes et plusieurs milliers d'écoutes. Alors, accessible, Alexandre Astier. Tu penses qu'Alexandre Astier est accessible ? Oui, ça me paraît pas incroyablement inaccessible. Attends de voir l'inaccessible. Oui, okay, parce que je trouve que ce serait hyper intéressant en plus, je l'ai déjà quand même vu participer à des... Enfin, il a pas l'air d'avoir une grosse tête monstrueuse, il a l'air de souvent répondre à des interviews. Ça me paraît pas délirant, le concept pourrait lui plaire. Et je trouve que c'est quelqu'un qui, quel que soit le sujet, est passionnant. Enfin, vraiment, pour le coup, j'ai toujours plaisir à regarder ses interviews, quel que soit le sujet abordé. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il fasse, mais humainement, voilà, j'aime bien ce mec. Et alors, inaccessible, Xavier. Xavier Dupont. Xavier Dupont de Ligonnès. Alors là, démerde-toi. Alors, tu peux faire toutes les émissions que tu veux, mon Jacques. Tu nous le trouves. C'est beau gosse. Oh là 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 là. Ah ouais, le Xavier Dupont de Ligonnès. Je l'avais pas vu venir. Ouais, voilà. Ah bah, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir répondre. Si tu pouvais exercer ton art sans être connu, est-ce que tu le ferais ? Oh là là. Ouais, ça va être... Donc, Astier est accessible, tu vois. Ok, d'accord. Très bien, formidable. Oui, effectivement, Astier est très accessible. Écoute, on va travailler pour Astier. On va voir pour Xavier Dupont de Ligonnès quand même. Hein. Ça va demander un peu plus de boulot. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté de faire partie de mes premières invités, pour expliquer un peu quand même aux auditeurs l'origine de cette boîte. Je pense que ce sera l'épisode 2, parce que c'est bien quand l'origine arrive en deux. Comme Dark Vador qui dit à Luke « Je suis ton père » dans le deuxième épisode et pas dans le premier. Voilà, c'est le twist. Merci à vous de nous avoir écoutés, d'être arrivés à la fin de ce podcast. Comme toujours, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous, à le noter. Je dis déjà ce genre de choses dans le générique de fin que vous allez entendre dans quelques instants. Je vous souhaite donc une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne semaine, quel que soit le moment où vous écoutez ce podcast, et je vous dis au prochain épisode. Bonsoir. J'enregistre ce petit message avant de vous laisser, parce que quand on a enregistré l'épisode, en fait, les réseaux sociaux du podcast n'existaient pas encore, mais vous pouvez retrouver Aléatoire sur Instagram et sur Twitter, avec le même identifiant sur les 2 plateformes, @aléatoire_s. Vous pouvez aussi les retrouver en description de cet épisode, ainsi que les réseaux sociaux de notre invité du jour. Et moi, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses, ou les 3 en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux, ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À très vite pour une nouvelle rencontre, et laissez-vous surprendre.